Les vaccins, on note essentiellement les vaccins polyosídiques qui sont bivalentes, trivalentes ou tétravalentes. Les vaccins contre le sérotype B, composé de 4 protéines, des vaccins polysaccharidiques conjugués contre le groupe C. Le traitement prophylactique des infections méningococciques chez les sujets contact avec la rifampicine, 10 mg par kilo 2 fois par jour chez les enfants de 1 à 12 ans, 5 mg par kilogramme par jour, 2 fois par jour chez les enfants de moins de 1 an. 1 mois. La vaccination pour les méningococciques A, C, Y et W131. La vaccination antipneumococcique pour les drépanocytaires, les asplénies, le syndrome néphrotique. La vaccination selon le PEV également, l'éducation des parents. Pour la prévention secondaire, il faudra faire un traitement correct et adapté du patient présentant des infections ORL, traiter les infections en cours et les complications. Pour la prévention tertiaire, on va prendre en charge les séquelles de la maladie. En guise de conclusion, tout purpura aigu peut être inaugural d'une maladie grave à diagnostiquer en urgence. Les causes infectieuses doivent être toujours éliminées en premier devant tout purpura vasculaire avec une fièvre. Le purpura fulminans à méningocoque doit être une hantise. Le traitement et le pronostic global d'un purpura dépend de l'étiologie sous-jacente. Je vous remercie, professeur. Nous remercions également, Dr Khadija. Alors, je vois qu'il est presque 9h30, il est 9h27. Je ne sais pas, est-ce que, bon, elle était seule, hein, elle n'avait pas de coéquipier. Est-ce que dans la salle, il y a une ou deux interventions pour qu'on puisse voir un peu s'il y a des préoccupations avant qu'on fasse la synthèse sur 15 minutes pour que je puisse me libérer. Dans la salle, y a-t-il des préoccupations, contributions, questions, commentaires par rapport à la présentation de votre collègue? Bien, on n'est pas encore réveillé. Tout est clair? Donc, la leçon d'hier sur les troubles de l'hémostase vous a aidé à mieux comprendre ce qu'on dit là. D'accord? Donc, la leçon d'hier, c'était une sorte de... Il y a quelqu'un qui lève la main? Docteur Yacine, vous voulez dire quelque chose? Non? Tout est lié. Hein? En général, dans les troubles de l'hémostase, on peut les appeler troubles de l'hémostase, on peut les appeler syndrome hémorragique. Sur le plan clinique, nous, cliniciens, on va préférer syndrome hémorragique. Mais ces syndromes hémorragiques ont une traduction biologique qui est appelée trouble de l'hémostase, pouvant être soit un trouble en rapport avec l'hémostase primaire ou un trouble en rapport avec la coagulation. Mais quel que soit le bout par lequel on prend la chose, que ce soit par le syndrome clinique hémorragique ou par le syndrome biologique trouble de l'hémostase, on va aboutir à la même chose, c'est-à-dire la recherche étiologique. Alors moi, je vous conseille vraiment de revisiter ou de réviser la physiologie de l'hémostase, parce qu'on ne peut pas comprendre la pathologie si on ne comprend pas la physiologie. Il faut toujours partir de la physiologie, comprendre le normal et déduire la situation anormale. Cela vous facilite énormément la compréhension. Et à partir de la situation anormale, maintenant, sur l'hémostase, c'est de la logique. Vous remontez avec les différentes voies pour comprendre qu'est-ce qu'il faut explorer. Et en général, quand vous arrivez à faire ce distinguo entre qu'est-ce qui relève de l'hémostase primaire, qu'est-ce qui relève de l'hémostase de la coagulation, c'est déjà bien. Cela vous permettra de demander des examens complémentaires qui sont adaptés, qui sont pertinents, qui vous orientent sans vraiment errance diagnostique, sans risque de ruiner non plus les parents que vous aurez en face de vous. Et c'est ça l'intérêt vraiment de ce qu'on est en train de faire. Les algorithmes qu'elle a projetés, c'est très bien. Donc, revoyez les algorithmes. Cela vous permet vraiment de vous orienter. Lorsque vous avez un syndrome hémorragique, ce n'est pas évident a priori, il y a beaucoup d'éléments. Mais il faut toujours partir d'un bout pour aboutir à quelque chose.
Même si vous vous trompez, ce n'est pas grave, mais soyez logique dans votre raisonnement. Si on vous dit purpura, c'est un trouble de l'hémostase primaire, vous recevez un enfant qui fait purpura et vous commencez par explorer la coagulation, c'est parce que vous n'avez rien compris. Donc, c'est ça l'avantage de comprendre ce qu'on fait. Cela vous oriente et cela n'aura un intérêt que lorsque vous l'appliquez à ce que vous faites tous les jours. Cela ne sert à rien de faire l'enseignement sur les pathologies de l'hémostase et après recevoir un enfant qui fait un trouble de l'hémostase et ne pas pouvoir l'approcher correctement. Donc, c'est vraiment moi ce que je vous demande. Vraiment appliquer ce que vous apprenez. Chaque jour que Dieu fait, vous recevez quelqu'un qui présente quelque chose que vous avez déjà vu. Arrivez à la maison, sortez votre leçon, sortez votre cours ou bien cherchez un livre, regardez. Est-ce que vous êtes logique par rapport à ce que vous avez déjà fait ou bien ce n'est pas logique, vous rectifiez le lendemain. Rien n'est trop tard. Il faut toujours arriver à un diagnostic et pouvoir traiter. C'est l'essentiel. Alors, on peut faire la synthèse rapidement. Le plan, c'est correct. Diagnostic, oui, je suis d'accord. Alors, dans la définition, il faut déjà comprendre que c'est un symptôme. Ce n'est pas une maladie, encore une fois. Et c'est un symptôme en rapport avec une hémorragie. Donc, si vous définissez le purpura, dans la définition, vous dites au moins c'est un symptôme qui traduit une hémorragie. Voilà, en tout cas, faites ressortir cet aspect-là. Ce n'est pas un symptôme banal, c'est un symptôme en rapport avec une hémorragie. Ensuite, dans l'intérêt, c'est un symptôme. En général, quand vous avez un symptôme ou un syndrome, là où on vous attend, c'est la recherche étiologique. Franchement, ça, il faut faire la distinction entre une leçon signe et une leçon symptôme. Une leçon signe, on vous demande de décrire les signes pour comprendre les manifestations de la maladie en question. Quand on vous donne une leçon symptôme, on vous dit, voilà le symptôme, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce symptôme? Donc là, vous listez les causes. Quand on vous dit splénomégalie, quand on vous dit adénopathie, quand on dit, par exemple, qu'est-ce qu'on dit, angiome, voilà. Donc ce sont des symptômes, on vous demande de chercher la cause. C'est la même chose ici. Donc, les causes, dans l'intérêt, je suis dans l'intérêt, le deuxième sous-chapitre des généralités. Après avoir dit que c'est un symptôme, donc la problématique, c'est la cause. Le deuxième intérêt, c'est l'étiologie. Dans nos pays, qu'est-ce que cela veut dire un purpura? Donc, un purpura, quand vous l'avez, dans la tête, pensez au méningocoque. Vous l'avez dit dans la présentation, purpura méningococcique, c'est une urgence extrême. Donc, quand je reçois un enfant qui fait un purpura, je ferme les yeux, je pense au méningocoque, au moins pour lui sauver la vie, pour lui éviter le risque de purpura fulminans. Et on va rechercher des symptômes qui vont dans ce sens. Si on les trouve, on les prend en charge rapidement. Si on ne les trouve pas, on dit c'est pas cela, on passe à autre chose. Deuxième cause probable, qui est totalement le contraire du premier, c'est le purpura thrombopénique immunologique. D'accord? Le purpura thrombopénique, anciennement appelé idiopathique, maintenant on dit purpura thrombopénique immunologique. À la différence du premier, lui, il survient dans un contexte vraiment particulier où l'enfant est en parfait état de santé. Il n'a rien du tout, l'état général est conservé. Et en général, c'est un enfant qui vient vous voir, qui bavarde, qui répond aux questions, voilà, qui n'a aucun problème particulier en dehors de l'apparition de son purpura qui inquiète les parents. Et quand vous interrogez, vous retrouvez souvent quelque chose d'aigu, soit une vaccination récente, soit une prise de quelque chose, voilà, qui a déclenché ce purpura sur un terrain probablement particulier immunitaire. La figure numéro 2, j'ai dit à corriger, je ne sais plus c'était quoi encore, si elle est proche de la figure. Je crois que c'est parce que vous avez projeté une figure et sur la diapositive, voilà, vous avez le titre, vous avez tout. Il faut prendre la diapositive et la mettre, la figure et la mettre sur une diapo isolée. Il ne faut pas projeter une figure sur une diapo avec un texte. C'est une diapo, vous mettez la figure tout seul, vous mettez le titre de la figure, vous agrandissez la figure, vous la commentez. Et puis le texte, vous le mettez à part. Ensuite, la physiopathologie. Revenez à la physiopathologie. On l'a répété, hein, hier on avait dit la même chose. L'image précédente, faites voir. L'image avec les vaisseaux, oui. Lésions,